Martine Éloi, Ligue des droits et libertés, Fédération des femmes du Québec. Moi, il y a quelque chose qui a changé avec la mondialisation depuis une vingtaine d'années et puis qui me préoccupe en tant que militante des droits. Il me semble que ça a un impact important pour nous. On peut se plaindre que le gouvernement défend des intérêts qui ne sont pas les nôtres et puis que souvent, il ne répond pas. Mais il était une époque, il me semble, en tout cas, où on savait à qui on s'adressait. On savait à qui on s'adressait et on pouvait revendiquer quelque chose, parfois le gagner, souvent non, mais bon, néanmoins, on a quand même, en tant que société, gagné des choses qu'on a revendiquées auprès du gouvernement. Maintenant, on dirait que le capital s'est organisé au niveau mondial et qu'il y a plein de décisions qui sont prises au niveau de l'Organisation mondiale du travail, du commerce, au niveau de l'Association de l'aviation civile, par exemple, qui font en sorte qu'on a, à mon avis, c'est vraiment une perte de démocratie, parce que la démocratie, pour moi, c'est avoir de l'emprise sur comment on vit, comment on s'organise sur notre société. Et soudainement, depuis une vingtaine d'années, on a de moins en moins d'emprise parce qu'il y a des choses qui sont décidées à l'extérieur, à des endroits un peu mystérieux et secrets. Et puis, il me semble qu'en tant que société civile, j'ose plus le dire, on tarde à s'organiser pour pouvoir intervenir à ces niveaux-là. Alors peut-être qu'on peut dire que les forums sociaux, dans un premier temps, ont été un élan spontané dans ce sens-là, mais malheureusement, ils ne sont pas décisionnels. Il y a eu la Marche mondiale des femmes, qui est une tentative de s'organiser au niveau mondial pour revendiquer, mettre de l'avant certaines revendications ou certaines alternatives dans le même sens. Mais quand même, il me semble qu'il faudrait qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'on fait en tant que militant des droits quand, par exemple, on a revendiqué, on a obtenu certaines normes au niveau de l'environnement, par exemple, il y a un certain nombre d'années, mais que maintenant, en vertu d'accords de libre-échange, ils peuvent tout simplement dire « Ah non, ça ne s'applique pas », et on a vu des cas en cours, là. Bon, là, à toutes sortes de niveaux, là, les semences transgéniques, quel est le pouvoir qu'on a de dire « Nous, on veut un certain type d'alimentation, puis on veut pas des semences transgéniques. Comment est-ce que... Alors, moi, je trouve que ça pose une question quasiment fondamentale pour la défense des droits si on a pu... si on ne sait plus ou on n'a pas de pouvoir de s'adresser parce qu'on ne sait pas où les décisions sont prises et qu'elles sont prises au niveau mondial. En tout cas, ça m'interpelle beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées. Patrick Rondeau, FTQ. En fait, je vais revenir à quelque chose qui est très de base. Ça fait effectivement, le rapport, on l'a commencé en 2010 pour la Ligue des droits et libertés. Depuis 2011, on a ces discussions-là. On a beaucoup de discussions depuis des années sur ces enjeux-là et peut-être pas assez d'action, effectivement. Donc, malheureusement, au nombre qu'on est ici, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se disent, mais la vaste majorité des gens qui ne sont pas ici, ils n'en ont aucune espèce d'idée de quoi qu'on parle, même pas la base des discussions qu'on a ici. Il y a un problème qui est réel, là. Parce que tant et si longtemps que ces gens-là ne le sauront pas, il n'y aura pas ce pouvoir-là menaçant pour les États, pour les gouvernements, pour les employeurs, pour les multinationales, de se sentir menacés de quoi que ce soit. Et tant qu'ils ne seront pas, notre pouvoir est limité. Le grand pouvoir qu'on a, par contre, c'est un pouvoir d'influence. C'est un pouvoir de partir d'ici et d'être un agent multiplicateur et de pouvoir faire sortir de ce qui se dit ici dans nos rangs de tous et chacun. Et ça, on a ce pouvoir-là, mais combien d'entre nous allons le faire? Combien allons-nous prendre ce qui a été dit ici et aller voir, pas nos exécutifs, pas nos CA, nos membres, les gens, ce qu'on appelle au début, ce qu'on appelait nos clients à la base, les gens qui viennent et qui n'ont aucun contact politique avec nous, mais qui a cette opportunité qu'on voit sur une base régulière. Quand quelqu'un parlait tantôt au niveau syndical de la loi que le gouvernement Harper a passée sur les états financiers, de pouvoir voir combien gagnent les dirigeants syndicaux, quels sont les états financiers, ça, c'est un dommage collatéral. La vraie raison d'avoir passé cette loi-là, c'est pouvoir comprendre combien d'argent est mis dans l'action politique et pouvoir la couper. Pouvoir faire en sorte que les membres puissent se dégager de leur cotisation syndicale et dire non, on ne veut pas que vous fassiez d'action politique et cadenasser en fait le mouvement syndical juste à la relation de travail.
Parce qu'il y a une menace pour les gouvernements en place. Et s'ils le font, ce n'est pas parce que ça les amuse, c'est parce que la menace est réelle. Et on les remercie parce qu'on l'avait devant les yeux et on ne s'en rendait même pas compte. Que même nous, à la FTQ, on a 650 000 membres, travailleurs, travailleuses de tous les jours. Est-ce qu'ils sont politisés pour la plupart? Malheureusement, non. Et on ne prend pas ce moment-là de parler avec eux autres. Et on se rend compte qu'il est grand temps de le faire. Mais nous, on peut le faire, mais n'importe qui peut le faire aussi dans ses rangs. Et c'est pas facile. C'est pas évident d'aller voir monsieur, madame, tout le monde et commencer à parler de politique, mais ça se fait. On forme à peu près 12 000 personnes par année à la FTQ. Et depuis 1 an, on inclut du matériel politique dans chacune de nos formations. Les gens viennent faire un cours de grief, on leur parle de politique. Ils viennent faire un cours de santé et sécurité, on leur parle de politique. Et on n'a pas le choix, parce que, en fait, le niveau de politisation, on le sait, il n'est pas très élevé au Québec. D'un côté, on vole, beau lapsus, on vote pour une vague orange au fédéral, mais on ramène des criminels au Québec, même pas 2 ans après. Avec 70 députés libéraux, le plus beau portrait qu'ils ont jamais eu. Il y a un problème là-dedans. Et une anecdote, en terminant, un de mes amis qui s'est présenté en politique me ramène souvent, se présentait sous la bannière de Québec solidaire et en faisant du porte-à-porte, pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois. Il y a des gens qui disaient non, cette année, on va voter PQ parce qu'on veut se débarrasser des libéraux, mais si on avait eu un deuxième choix, ça aurait été vous ou la CAQ. C'est ça la réalité. Elle est là, la réalité, et on a cette opportunité-là, on est à un point de rupture économique, sociale, où on peut changer les choses, où on a une occasion d'aller voir les gens que l'on appelle nos clients, nos membres, peu importe, et de parler avec eux autres, et de bâtir une vraie mobilisation qui va changer les choses, parce que cette mobilisation-là, les gens ne sortiront pas tant et aussi longtemps que ça n'aura pas un sens pour eux, et lorsque ça aura un sens pour eux, ils vont être motivés à sortir. Et ça, on va réussir à changer les choses uniquement à ce moment-là. On en est persuadé. Et je vous invite fortement, avec nous, avec vous, de faire cet exercice-là et de rencontrer le monde un à un. Merci. Oui, je suis Marcel Duhem. Moi, je veux parler d'un devoir ou d'un défi que j'appellerais celui de la maintenance. Il est certain que depuis quelques années maintenant, puis ça risque de durer encore quelques années, peut-être pas autant que depuis que ça dure, mais encore un certain temps. Il est donc certain que nous sommes sur la défensive. Les rapports de force sont ainsi faits que nous sommes agressés et que nous nous défendons. On ne peut pas dire que nous sommes présentement en train de développer, d'améliorer, d'élargir l'espace démocratique, l'espace des droits et libertés, etc. C'est plutôt dans le sens contraire que les choses, je n'allais pas dire évoluent, mais bougent. Dans ces circonstances, il faut remarquer, puis il faut noter ce que nous avons pour nous défendre, parce que c'est avec ça qu'on va contre-attaquer à un certain moment. Donc, si on arrive à bien identifier, à bien nommer, puis à bien reconnaître ce que l'on a pour se défendre, on va s'en occuper de le protéger. C'est ce que j'appelle le devoir de maintenance. Il se peut que pendant un certain temps, on ne soit pas capable de mobiliser 2-3 000 personnes dans une assemblée publique. Mais il se trouve qu'on peut en mobiliser une couple de 100 quand même. Je ne sais pas si le chiffre que je viens de donner est bon, là. Mais il se trouve que nous sommes déjà tous là réunis. Et ça, il faut le nommer, le reconnaître, le protéger et l'entretenir. J'ai été moi aussi, comme le militant précédent qui est intervenu longtemps dans le mouvement syndical, et nous avons passé des périodes où, d'une convention collective à l'autre, les choses avançaient, les salaires montaient, l'inflation était combattue, et on a connu des périodes extrêmement adverses également. Et dans ces périodes adverses, on faisait des assemblées syndicales, on faisait des assemblées de délégués. Il ne venait pas beaucoup de monde. Et ces gens-là disaient, bien, ça ne sert à rien, on n'est quasiment plus personne. Et à ceux-là, on disait, non, ça ne sert pas à rien. Si vous autres vous lâchez, là, on est fini. Mais si vous persistez, si vous maintenez la capacité de riposte, la capacité de contre-attaque, viendra un moment où nos appels à la mobilisation vont avoir une réponse. Alors, ça nous prend une fédération des femmes qui réfléchit, qui se redéfinit, qui remet les choses en question et qui pense à la transgression. Mais ça nous prend une fédération des femmes, ça nous prend une Ligue des droits, ça nous prend des syndicats et ça nous prend toutes ces forces-là. Il faut donc les protéger et les développer et en même temps les réformer. Je ne suis pas en train de dire il fait chaud, ça pue, point bien, on n'a rien qu'à attendre qu'il fasse encore plus beau puis on va sortir.
Non, ça va mal. Les choses sont... Mais protéger nos institutions, ça veut dire aussi peut-être les renouveler de l'intérieur. On a parlé tout à l'heure de l'origine des CPE. Hein? C'est un mouvement populaire qui a donné naissance au CPE. C'est aussi un mouvement populaire qui a donné naissance au CLSC, les cliniques de santé, les cliniques populaires que l'on a connues dans les années 70 ont donné naissance à cela. Les cliniques juridiques, la même chose avec l'aide juridique. Bon. Donc, on est en mesure de reprendre l'offensive à terme. Je ne sais pas quand, je ne suis pas prophète, mais ce que je sais, c'est que c'est sur nous et sur ceux avec lesquels que nous travaillons maintenant que ça va reposer. Et on a le devoir, ou en tout cas peut-être moins moralement, disons plutôt politiquement, nous avons le défi de protéger puis de soutenir nos forces actuelles. Et c'est comme ça qu'elles vont s'accroître. Merci. Alors, il y a une dernière intervention à droite. Oui, bonjour, je suis Marc-André Burel-Favron, je suis du regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain. Je pense que le contexte politique, et ce, peu importe les gouvernements au pouvoir, doivent nous amener le Québec à continuer, mais même à augmenter sa capacité de devenir une société inclusive. Parce que si on ne vise pas l'inclusion, on va oublier du monde partout. On va oublier des nouveaux arrivants, on va oublier des personnes qui ont des problèmes de mobilité, on va oublier des femmes également. Donc, l'important, c'est de revenir à la base et de faire en sorte que notre société, non seulement continue d'être inclusive, parce qu'au Québec, on avait fait ces dernières années des pas remarquables en ce sens-là, mais également de justement combattre le cynisme ambiant et le vent de droite en persévérant dans nos efforts vers l'inclusion pour une société plus juste. Merci. Moi, je vais simplement parler de Diane Roberge, Regroupement des cuisines collectives du Québec. Je vais simplement parler de la démocratie et je vais simplement parler d'une démocratie qui est active dans nos milieux. Il faut créer pour nous, là, directement, et c'est ce qu'on va faire, ce qu'on se disait en haut, là, c'est ce qu'on va faire. On va créer des lieux de discussion pour entendre nos membres, non seulement pour leur dire des choses, parce que leur dire des choses, c'est ça que font les politiciens. On dit des choses et on n'entend rien. On veut des lieux de discussion, on veut des lieux de débat, on veut des lieux où, quand le résultat de la discussion va se faire, ça va être un lieu de consensus, parce qu'il va y avoir eu discussion. Mais pour ça, du point de vue de nous, il faut être capable d'entendre ce que les gens ont à dire. Il faut être capable d'entendre des affaires comme on va voter pour Québec solidaire ou à CAQ, puis lui dire, bien pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? Puis comment on peut faire pour te dire que peut-être il y en a un qui est mieux que l'autre? Il faut vraiment avoir des lieux de réalisation de ce débat-là. Et souvent, ce que moi j'ai remarqué, c'est que en tant que militant, on a peur du monde, on a peur d'aller les voir, parce qu'on a peur d'être confronté. Alors que c'est dans cette confrontation-là qu'on va arriver à avoir un débat réellement politique, au sens réel du terme. Puis après, on va pouvoir demander de la mobilisation à nos membres, dans notre cas, ou même à notre famille. Parce que c'est dans ce débat-là qu'on a... Moi, je me souviens, anecdote, grève étudiante, ma sœur, une de mes sœurs, qui participe à la manifestation à Victoriaville, se fait poivrer pour la première fois de sa vie. Constat effrayant pour elle. Première fois qu'elle a cette occasion-là d'être en lutte là, direct debout. Mais dans sa famille, à elle, il y a des policiers. OK, là? Fait que là, elle est tambour québécois, profond. Elle est fâchée contre ce qui arrive, mais elle est obligée, dans sa famille, d'entrer en dialogue avec des gens face à elle et dire « Pourquoi ça m'est arrivé à moi? » Alors que je manifestais pacifiquement. Et elle a posé la question à sa fille et à son gendre. Comment ça se fait que, dans une société
dans laquelle on vit, on peut se permettre ça. Bien, imaginez-vous que c'est ça que nos membres vont nous demander. Et c'est ça que nous, on a à réfléchir avec eux autres. Au lieu d'avoir toujours toutes les réponses, on va construire les réponses avec les personnes qu'on appelle nos membres, les participants ou nommez-les comme vous voulez. C'est avec eux autres qu'on doit construire nos réponses, pas les avoir d'avance, comme un discours politique. C'est ce que je voulais dire. Il y a eu plusieurs interventions sur l'invisibilité du pouvoir, entre autres, sur la difficulté de communiquer de notre vision et de changer le rapport de force, sur la nécessité aussi de penser aux notions d'inclusion-exclusion. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, mesdames et messieurs les panélistes. Et une petite conclusion, peut-être, pour nous dire un peu qu'est-ce que vous a inspiré cette journée-là et qu'est-ce que vous en concluez. Je vais peut-être faire du pouce sur la dernière intervention. Effectivement, il faut apprendre à discuter, et à argumenter avec du monde avec qui on n'est pas spontanément d'accord. Parce que si on continue de se voir entre nous, c'est très agréable. Il y a plein de monde que j'ai plaisir à retrouver, mais c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. En tout cas, c'est pas juste à nous autres qu'on va changer le monde. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'il faut, prendre acquis, reposer sur nos forces, mais aussi regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Et moi, un mouvement qui m'a beaucoup frappé, c'est le mouvement des indignés en Espagne, où là, ils ne sont plus en train d'occuper des places publiques, mais ils continuent à faire un tas d'affaires. Et justement, dans ce mouvement des indignés, il y a cette idée qu'on sait ce qu'on ne veut plus, mais on n'est pas sûr de ce qu'on veut, et que pour ça, rien ne vaut l'idée de penser à plusieurs, plutôt que de penser que la solution miracle va tomber toute cuite de quelque part, probablement pas du ciel, mais enfin, de quelque part. Et aussi, tout ce qui s'est passé, c'est beaucoup le fait que le mouvement a été plus à un niveau local, au niveau des quartiers, etc. Et ce qui s'est mis en place, bon, il faut dire que 50% de chômage chez les jeunes aidants, ce qui est pas la situation ici, c'est par des nécessités de débrouille, mais en même temps, ça peut être porteur de d'autres choses. Toute une série, puisque les gens avaient du temps, des échanges gratuits de temps et de services. C'est-à-dire qu'au lieu de marchandiser les services ou les compétences, il y a eu des trucs où des gens qui ont des compétences en informatique vont échanger du temps et des services, mettons, avec des gens qui ont des compétences en peinture. Tout ce climat-là fait en sorte que la vie s'organise différemment. C'est-à-dire que, un peu comme au moment des attaques à Montréal, on regardait nos voisins d'une autre façon, parce qu'on les voyait pas juste dans les commerces ou tout ça, mais parce que on s'assoyait de temps en temps le samedi après-midi dans un parc à discuter avec eux autres. Et ça a l'air un peu nono, ces affaires-là, mais c'est des affaires qui font beaucoup bouger les choses. Même si ça n'a pas le glamour d'être des milliers de personnes occupant la Puerta del Sol dans le centre-ville de Madrid. Et il me semble que ça aussi, ça consolide des organisations. Donc, il y a une forme... Si on prend le système comme une globalité, ça a de l'air... une pieuvre tentaculaire contre laquelle on ne peut pas lutter. Si on le prend petit bout par petit bout, on arrive à avoir des gains. Et avoir des gains, c'est ce qui nous permet
de continuer à s'indigner, mais aussi de continuer à lutter. Je vais aussi un peu référer à la question du pouvoir qui est diffus et puis comment on gère ça. J'ai l'impression qu'il y a différents moments où le pouvoir apparaît tout de même. Donc, comment on peut construire des espaces, des moments, des situations où le pouvoir apparaît? On sait à quel point, par exemple, les compagnies comme Monsanto ont du contrôle sur les semences. Si on organisait collectivement des choses pour ne pas respecter les règles, mais tout en s'assurant que les personnes qui le feraient, une transgression quelconque, ne soient pas appelées à porter individuellement les risques, on verra apparaître le pouvoir de Monsanto assez rapidement. Et là, à ce moment-là, on pourrait trouver des formes d'organisation pour l'opposer. Donc, même si la plupart du temps, elle n'est pas là, on ne le voit pas, il y a des manières de l'appeler pour qu'il apparaît. Puis à ce moment-là, une fois qu'il est apparu, puis là, on voit qui est solidaire de Monsanto, y compris notre État légal, y compris les ententes de libre-échange. Et là, ça nous permet de faire un bout d'éducation, mais aussi des contestations de ces choses-là. Donc, je pense qu'on a besoin de continuer à être dans nos réalités terrain de lutte ici, mais de voir leur lien ailleurs, bien sûr, mais on n'est pas des êtres virtuels, et donc ces luttes-là ne peuvent pas juste se dématérialiser. Autre élément, dernièrement, j'étais en train de penser, quelles sont les différences de culture, de pratique dans les milieux anglophones, parce qu'on m'a tellement traité d'une anglo-saxonne dans les derniers temps dans l'espace public que je me suis dit, en quoi j'ai une pratique, une façon anglo-saxonne de faire des affaires. Et la seule affaire que j'ai pu trouver, c'est que dans la mouvance des mouvements populaires québécois, c'est vraiment, on répond, ou du moins en philosophie, on cherche à répondre profondément à une volonté des bases. Donc, des choses qui n'émergent pas de nos bases, mais on ne s'en occupe pas. Et dans le milieu anglophone activiste, on a tendance à avoir, puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire, il n'y a pas de hiérarchie, ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai vu dans le milieu anglophone, c'est qu'il y a une sorte d'éthique de la militance, que même s'il y a quelque chose qui ne vient pas de nos bases, mais si on pense que cette éthique-là nous amène à nous préoccuper de ce qui se passe chez nos voisins, on s'en occupe. Alors comment on peut concilier ces deux tendances importantes-là pour faire quelque chose de fort et bien? Et là où ça devient super important, c'est sur des liens comme tantôt vous avez parlé d'inclusion, une sorte vu du Québec, parfois c'est une sorte d'obsession anglophone, parfois dit sous l'angle multiculturaliste, mais je pense que ça, c'est pas tout à fait juste. Mais l'idée, c'est que dans nos organisations, par exemple, on sait qu'il y a certaines luttes qui ne viennent pas de... Il y a des besoins réels de transgresser, par exemple, ou de confronter le racisme. Mais dans plein d'organisations, qui sont surtout à majorité blanche, bien là, ce besoin-là ne va pas émerger. Donc, est-ce qu'on attend à ce que le besoin émerge ou est-ce qu'on le prend comme un enjeu qui nous appartient? Et peut-être, lorsqu'on a une bonne articulation du lien d'échange, d'éducation populaire et de prise en charge par le milieu, mais avec une approche éthique qui nous amène à avoir un regard sur l'ensemble des enjeux, bien, on crée des solidarités plus fortes. Parce que tantôt, on faisait référence à la peur de la dépolitisation avec une démobilisation de nos milieux, mais j'ai fait l'expérience d'un comité d'orientation des États généraux extrêmement pluridimensionnel, des femmes des régions, des femmes de diversité, de culture et de traditions politiques vraiment très variées. Et ça a été un travail ardu, je vous jure, ça a été très ardu de faire ce travail. Mais ce qu'on a réussi à accomplir dans le groupe, le changement qu'on a toutes eu à vivre, a fait en sorte qu'on a fait quelque chose de tellement plus intéressant que si on avait été resté un groupe beaucoup plus homogène. Donc on perd tellement quand on ne fait pas le travail politique. Mais quand on fait ce travail politique d'inclusion, ça veut dire qu'il y a beaucoup sur la table, beaucoup de sujets sur la table que généralement on ne prend pas le temps d'avoir. Donc, ça aussi, pour moi, il y a beaucoup d'espoir dans ce type de travail-là.
Mais c'est un travail à longue haleine, mais qui va nous renforcer. Donc, ce qui est rattaché à l'argent, à la propriété, etc., par exemple, que j'ai identifié. Je voulais aussi dire que c'était évidemment de la musique à mes oreilles, là, de ce qu'on a entendu tout à l'heure quant aux dangers rattachés aux accords de libre-échange, comme quoi il y a de plus en plus de décisions qui sont normales, qui devraient être normales et sous notre pouvoir et qui nous échappent de plus en plus. Puis c'est probablement l'angle d'ailleurs qu'il faut utiliser pour les dénoncer. Puis j'en profite pour passer un petit commercial. Donc si dans votre organisation vous êtes intéressé à ce que l'un d'entre nous chez ATTAC anime une discussion, un atelier de travail sur le libre-échange ou les paradis fiscaux, on est disposé à ça. Je pense que Marie-Sophie Villeneuve, qui est dans la salle actuellement, est en train d'organiser une série d'ateliers d'ici l'été puis au début de l'automne. Alors, 3 exemples sous le thème du grain de sable dans l'engrenage, pour ça remonter le moral un petit peu avant le 5 à 7. Là. Alors, vous savez qu'ils vendent beaucoup en Saskatchewan et que Monsanto est omniprésent sur ces grandes terres. Bon. Alors, ils ont emprunté aux Premières Nations l'expression « dry communities » et ils ont tenté le « dry village ». Alors, le « dry village », c'est le village où il y a 0 transgénique de permis. Alors, c'est entre eux qu'ils ont décidé que non, ce qui est un casse-tête monumental pour Monsanto à cause du banc. Alors, ça ne coûte pas très cher. Ça n'a pas pris d'arbitrage international, mais c'est vraiment pas drôle pour les fournisseurs. Dans le Lives Weekly, il y a 2 semaines, je lisais une déclaration angélique de M. Monk. Vous connaissez peut-être le Monk Institute de l'Université de Toronto. C'est le fondateur et propriétaire de Barrick Gold. Et il disait avec une candeur exceptionnelle, vous savez, c'est fou cette histoire de mine d'or, la mine de Pasco Alama en nord du Chili. J'aurais jamais pensé qu'on avait autant de troubles avec les communautés autochtones. C'est plus payant, on abandonne. Alors, on a écrit 49 thèses de doctorat sur l'inébranlable catastrophe. C'est comme le désastre des accords sur l'investissement, c'est solide comme le roc. Oui. Mon troisième exemple, c'est Barcelone, c'est Diane qui m'y fait penser. Alors, la question est très financière. Comme tout le monde a mangé ses bas et sa claque à Barcelone, les gens ont commencé à réaliser à un moment donné que, ma foi, quand tu ne payais pas ton hypothèque, tu ne te faisais pas expulser si rapidement que ça. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de marché, il y avait de preneurs, les banques avaient la tête dans le sable, etc. De sorte que la ville de Barcelone, un moment donné, a dit « j'ai un problème, là, parce que faut pas que je continue à faire comme si je ne savais pas que je suis dans une ville de squatters ou de délinquants hypothécaires. » Alors, ils ont, la ville, malgré je ne sais pas si vous voyez quel gouvernement l'Espagne a actuellement, Barcelone a racheté 40% des défauts hypothécaires pour les transformer en logements sociaux. Et j'insiste, la ville, pas l'Espagne, la ville, Pasco Alama, c'est la région autonome du nord du Chili. Et la Saskatchewan, c'est pas la Saskatchewan, c'est ce petit village, et rien n'est si petit en Saskatchewan. En tout cas, imagine une ligne droite avec bien de la poussière, puis au bout, il y a 8 familles qui brassent des grosses affaires. Mais ça c'est ici au niveau local. Et alors, sous mon serment d'office, ce sont des exemples réels, je ne les ai pas inventés, mais je trouvais que c'était correct de finir la discussion avec un petit quelque chose de créatif comme ça. Merci.